Une nouvelle fois, la file à la station-service fait le tour du pâté de maison. Dans les hôpitaux, le personnel démissionne. Les enseignants quittent leur poste en plein semestre. Et pendant ce temps, les gouverneurs supplient l'État fédéral de les aider à éviter la coupure de courant. Partout aux États-Unis, les fissures du système deviennent béantes. Ici, un seul orage pourrait faire basculer tout un budget. Là-bas, ce sont les emplois qui s'évaporent, les dettes qui explosent ou la criminalité qui déborde. Mais une question revient en boucle, de plus en plus pressante. À quel point sommes-nous proches du précipice? Parce que ces 10 États tiennent à peine, accrochés à un fil. Et si ce fil casse, ce ne sera pas juste une actualité dramatique. Ce sera un drame vécu chez soi, dans sa propre rue. On commence avec le numéro 10, l'Illinois. Les journaux parlent de reprise économique, mais quand on se promène dans certaines villes de l'Illinois, c'est plutôt un air de déclin qui flotte dans l'air. Des vitrines vides, des promesses de retraite qui s'effondrent, et l'ombre écrasante d'une dette publique parmi les plus lourdes du pays. Combien de temps un État peut-il fonctionner en creusant autant ses déficits, avant que les fissures ne deviennent irréversibles? L'Illinois affiche plus de 140 milliards de dollars de dettes liées aux retraites. Oui, milliards. Ce n'est pas une faute de frappe, c'est une bombe à retardement. Et ce n'est pas tout. Les impôts fonciers grimpent en flèche, poussant de plus en plus de familles à quitter l'État. Les entreprises, elles aussi, désertent. Les écoles voient leur budget fondre, et certains quartiers se vident peu à peu. Chicago attire toute l'attention, mais c'est dans les petites villes que l'hémorragie silencieuse est la plus violente. Certaines frôlent même la ruine. Peut-on vraiment tenir quand on emprunte constamment à l'avenir pour faire face au présent? Sans réforme profonde, sans aide extérieure, l'Illinois risque bien de ne pas pouvoir échapper à la tempête qui approche. Numéro 9, le New Jersey. À première vue, le New Jersey semble en bonne santé. Proche de New York, des revenus moyens élevés, des axes routiers très fréquentés. Mais si on gratte un peu, les signaux d'alerte sont bien là. L'État traîne l'un des plus lourds fardeaux de dette publique du pays. Ces régimes de retraite sont très largement sous-financés. Les impôts y figurent parmi les plus élevés à l'échelle nationale. Et les habitants commencent à fuir. En une seule année, plus de 70 000 personnes ont fait leur valise. Les entreprises suivent, et avec elles, les recettes fiscales s'évaporent. Mais les factures, elles, ne disparaissent pas. Alors posez-vous cette question. Que se passe-t-il quand un État dépend autant des navetteurs et des entreprises, et que ces deux piliers s'effondrent? Les budgets municipaux se resserrent. Les services publics déclinent. Les écoles peinent à fonctionner. Certaines communes sont déjà obligées de rogner sur l'essentiel juste pour garder la tête hors de l'eau. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner. Ça nous aide à poursuivre nos recherches et à vous apporter des sujets importants que bien souvent, les grands médias préfèrent ignorer. Numéro 8, le Connecticut. En apparence, tout semble parfait. Des villes pittoresques, des universités prestigieuses recouvertes de lierre, une richesse discrète. Mais derrière cette façade élégante, le Connecticut traverse une crise silencieuse. Demandez à ceux qui y vivent depuis longtemps, il y a comme un malaise. L'État affiche l'un des niveaux de dette par habitant les plus élevés des États-Unis. Des milliards sont bloqués dans les retraites, et chaque année, les intérêts seuls creusent encore davantage le trou. Les taxes foncières montent en flèche, et dans certains comtés, des familles sont contraintes de quitter les maisons qu'elles occupent depuis des générations. Alors la vraie question, c'est, combien de temps un système peut-il tenir si la base fiscale se rétrécit alors que les dépenses, elles, ne cessent d'augmenter? Autrefois, de grandes entreprises faisaient la fierté de l'État. Aujourd'hui, elles sont nombreuses à être parties, attirées par des États aux taxes plus faibles et aux règles plus souples. General Electric a fait ses valises. Alexion aussi. D'autres pourraient bien suivre. Mais ce qui inquiète encore plus, c'est que les jeunes quittent aussi le navire. Au cours de la dernière décennie, la population active a diminué de façon constante. Les retraités restent, mais sans nouvelle génération pour s'installer, travailler, consommer, qui financera demain? C'est une érosion discrète, loin des grandes fermetures d'usines spectaculaires, mais tout aussi dangereuses. Certaines villes, comme Hartford, ont déjà frôlé la faillite. L'État les a sauvées une fois. Mais pourra-t-il le faire encore? Et n'oublions pas, le Connecticut repose fortement sur les secteurs financiers et les assurances. Il suffirait d'un choc économique, d'un grain de sable dans la machine bancaire, pour que les conséquences se répandent comme une traînée de poudre. Alors on se demande, à quel point l'État est-il proche de la rupture? Car derrière les jolies clôtures blanches et les brochures pleines de promesses, se cache une réalité bien plus fragile. Une économie sous tension, une population en mutation, et une horloge de la dette qui ne cesse de tourner. Pour l'instant, tout semble calme. Mais parfois, il suffit d'une étincelle. Numéro 7, le Kentucky.
Quand on traverse le Kentucky, on peut facilement passer à côté des signaux d'alerte. Les collines ondulées, les petites villes soudées, la fierté du pays du charbon, tout semble paisible au premier coup d'œil. Mais en y regardant de plus près, notamment à l'est de l'État, on découvre des communautés déjà en grande difficulté. Certaines voient leur population décliner, leurs infrastructures s'effondrer, leurs hôpitaux fermés pas pour des travaux, mais définitivement. Le vrai problème. L'économie du Kentucky repose encore en grande partie sur 3 piliers: le charbon, l'industrie manufacturière et les aides publiques. Le souci, c'est que ces piliers vacillent. Les emplois dans les mines disparaissent, les usines se modernisent et se passent de main-d'œuvre. Résultat, des pans entiers de la population sont laissés de côté. Et là, une question se pose. Que devient une région quand l'espoir s'évapore en même temps que les emplois? Le système de retraite de l'État est l'un des plus mal financés du pays. Les routes et les ponts auraient besoin de milliards pour être réparés. Dans certains comtés ruraux, près d'un tiers des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Et comme si cela ne suffisait pas, l'État est l'un des plus touchés par la crise des opioïdes. L'addiction épuise les ressources locales, surcharge les forces de l'ordre et brise des familles entières. Et avec peu de services de santé mentale accessibles, les habitants tentent tant bien que mal de tenir debout. Quelques villes comme Pikeville ou Hazard essaient de se réinventer. Elles misent sur les start-up, le tourisme ou de petits investissements dans la santé. Mais soyons honnêtes, les efforts ne suffisent pas à suivre le rythme des départs. Beaucoup de jeunes préfèrent quitter la région, à la recherche d'un avenir plus stable ailleurs. Alors, combien de temps le Kentucky pourra-t-il encore tenir sans changement réel? Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une question d'économie. Il est aussi question de dignité, de survie, et de savoir si la prochaine génération devra quitter, à contre-cœur, les terres qui les ont vues naître. Numéro 6, la Louisiane. La musique, la culture, la cuisine. La Louisiane regorge de richesses humaines. Mais derrière les airs de fête et le charme du Mississippi, un malaise grandit discrètement. Les chiffres sont sans appel, l'un des taux de pauvreté les plus élevés du pays, des infrastructures vieillissantes et un littoral qui disparaît à vue d'œil. En moyenne, c'est l'équivalent d'un terrain de football qui s'enfonce dans la mer chaque heure, à cause de l'érosion et de la montée des eaux. Alors, combien de temps un État peut-il tenir quand son économie et son territoire s'effritent en même temps? L'industrie pétrolière et gazière a jadis fait la richesse de la région, mais aujourd'hui, elle est instable. La demande évolue, les réglementations se durcissent, et les villes autrefois florissantes se battent pour survivre. À cela s'ajoute un système éducatif fragile, des services publics sous-financés, et une crise sanitaire qui pousse certains hôpitaux ruraux à fermer leurs portes. Et bien sûr, il y a les ouragans. Chaque saison met l'État à rude épreuve. Les coûts de reconstruction explosent, les assurances grimpent en flèche, et dans certains endroits, les assureurs abandonnent tout simplement, laissant des familles sans protection face à la prochaine tempête. Si la Nouvelle-Orléans incarne une certaine résilience, le tableau est bien plus sombre dans d'autres coins de l'État. Les opportunités se raréfient, les jeunes quittent les paroisses, le chômage frappe, et certaines zones urbaines voient la violence monter. Et la vérité, c'est que les aides fédérales, aussi généreuses soient-elles, ne pourront pas éternellement combler les brèches. Que se passera-t-il lors du prochain ouragan majeur? Si le prix du pétrole chute à nouveau? Ou si une autre compagnie d'assurance se retire du marché? Les défis de la Louisiane ne sont pas seulement économiques. Ils sont aussi environnementaux, structurels et profondément enracinés. Sans un vrai sursaut, sans investissement à la hauteur de l'urgence, l'État pourrait bien devenir tout simplement invivable. Les signaux sont là. Le sol bouge, littéralement, et la prochaine secousse pourrait être bien plus proche qu'on ne l'imagine. Numéro 5, la Pennsylvanie. Des villes de l'acier, des collines verdoyantes, des maisons de briques chargées d'histoire. À première vue, la Pennsylvanie semble porter fièrement son passé industriel. Mais sous cette façade patrimoniale, quelque chose se fissure. Et pas dans le bon sens. Prenons Johnston, Erie ou Wilkes-Barre, leur centre-ville semble figé dans le temps. Des vitrines fermées, des rues désertes, une population qui diminue d'année en année. Certaines de ces villes ont perdu plus d'un quart de leurs habitants depuis leur âge d'or. Et on est en droit de se demander, comment avancer quand certaines régions s'accrochent encore à un passé révolu? Le tissu industriel qui faisait autrefois la fierté de l'État s'est effondré. Les mines de charbon sont à l'arrêt, l'acier n'est plus ce qu'il était, et les nouvelles industries peinent à combler le vide. L'écart se creuse entre les grandes villes comme Philadelphie et les zones rurales. Les routes, les ponts, les réseaux d'eau, tout vieillit, tout s'abîme. Les écoles publiques, elles aussi, souffrent de financements inégaux. Dans certains districts, les élèves sont à la traîne, avec peu de chances de rattraper le retard. Et puis, il y a l'épidémie d'opioïdes. Dans certains comtés,
Les overdoses tuent plus que les accidents de voiture. C'est un drame sanitaire, bien sûr, mais aussi économique. Car là où l'emploi disparaît, le désespoir s'installe. Autre défi, le vieillissement de la population. Beaucoup de jeunes diplômés quittent la région pour chercher mieux ailleurs, privant les petites villes du sang neuf dont elles auraient désespérément besoin. Alors, combien de rustines peut-on poser avant que la structure ne cède? Certaines villes s'accrochent, misant sur la tech, la santé ou l'éducation. Mais pour chaque Pittsburgh qui se réinvente, il y a 10 petites villes qui luttent juste pour respirer. Avant de passer à l'état suivant, prends un instant pour t'abonner. C'est grâce à ce soutien qu'on peut continuer à mettre en lumière ces histoires souvent ignorées, celles qu'on ne voit pas toujours, mais qui méritent d'être entendues. Parce que la Pennsylvanie n'a pas encore dit son dernier mot, mais elle pourrait bien retomber dans les mêmes travers si rien ne change. Numéro 4. Californie. De loin, la Californie reste ce rêve idyllique, les palmiers qui dansent au vent, ces plages dorées, ces pôles d'innovation qui illuminent la nuit. Mais si on gratte un peu sous la surface, le tableau devient plus sombre. Derrière le glamour de Silicon Valley et les paillettes d'Hollywood, l'État lutte pour ne pas s'effondrer. Le coût de la vie explose dans les grandes villes, à tel point que même des salaires à 6 chiffres peinent à couvrir un loyer. Les familles quittent la région, les petites entreprises ferment, et dans certaines zones, le nombre de sans-abri a atteint un seuil d'urgence. Alors, comment expliquer que la 5e économie mondiale compte autant de personnes vivant sous des tentes? La situation est d'autant plus inquiétante que le réseau énergétique est sous pression. Coupures de courant programmées, pénurie d'eau, feux de forêt de plus en plus violents et difficiles à maîtriser. Les compagnies d'assurance se retirent de plusieurs comtés, laissant certains habitants incapables de reconstruire après une catastrophe faute de couverture. Entre 2020 et 2023, la Californie a perdu plus d'un demi-million d'habitants partis vers d'autres États. Beaucoup étaient des travailleurs de la classe moyenne, infirmiers, enseignants, techniciens, tous ceux qui ne voyaient plus d'avenir ici. Et pourtant, les finances de l'État vacillent. Après un bref excédent budgétaire, un déficit de plusieurs milliards pointe à l'horizon. Les revenus issus de la tech et des plus-values boursières ont chuté, fragilisant davantage l'assiette fiscale. Certaines régions manquent déjà d'enseignants, des bibliothèques rurales ferment, les hôpitaux sont débordés. Pendant que les élites côtières discutent d'objectifs climatiques, les communautés de l'intérieur se préparent à affronter sécheresse, inondations et effondrement agricole. Alors, la vraie question, combien de temps encore la Californie pourra-t-elle maintenir cette illusion de prospérité, alors que les fissures apparaissent partout dans le logement, la santé, la sécurité publique? Car quand une puissance de cette envergure commence à vaciller, les répercussions ne s'arrêteront pas à ses frontières. Le Golden State tient bon, mais pour combien de temps? Numéro 3. Arizona. Soleil éclatant, montagnes majestueuses, ciels ouverts, l'Arizona semble taillé pour durer. Pourtant, sous cette beauté désertique, un défi de taille se profile. Comment cet État peut-il croître aussi vite tout en restant au bord du gouffre? L'Arizona a connu une explosion démographique parmi les plus fortes du pays. Des milliers de nouveaux arrivants chaque mois, attirés par des logements abordables et un climat clément. Mais les infrastructures, eau, énergie, logement commencent à flancher sous la pression. La crise de l'eau n'est plus une hypothèse lointaine. Le fleuve Colorado, qui fournit près de 40% de l'eau de l'État, se tarit dangereusement. Les niveaux des lacs Mead et Powell sont au plus bas. Certains agriculteurs n'ont déjà plus d'eau, et dans plusieurs zones, on doit creuser plus profondément pour trouver de quoi boire. Le paradoxe, la croissance continue, avec de nouveaux lotissements, des pelouses, des terrains de golf, mais aucune solution durable. Le mercure grimpe aussi. Phoenix a battu des records avec plusieurs jours consécutifs au-dessus de 43 degrés Celsius. Ce n'est pas seulement inconfortable, c'est carrément dangereux. Les urgences accueillent de plus en plus de cas liés à la chaleur, le réseau électrique est sous tension, et certaines zones deviennent presque invivables pour les plus fragiles. Les prix de l'immobilier s'envolent, ce qui met l'accession au logement hors de portée pour beaucoup. Entre inflation et baisse du pouvoir d'achat, les familles de la classe moyenne ressentent une vraie pression. Et politiquement, les tensions sont vives. Les débats sur l'immigration, le droit de vote et les politiques climatiques paralysent le gouvernement, ce qui empêche de trouver des solutions efficaces. Alors, la question se pose, l'Arizona saura-t-il s'adapter à temps, ou la promesse du désert se transformera-t-elle en mirage? Avant d'aborder le prochain État, n'oubliez pas de vous abonner. Votre soutien nous permet de creuser des sujets souvent oubliés. Croyez-moi, les 2 prochains États sont encore plus surprenants, car l'Arizona ne surchauffe pas seulement, elle est au bord de la rupture. Numéro 2. Maryland. Au premier coup d'œil, le Maryland brille avec ses rues animées de Baltimore, ses banlieues prospères et son charme historique. Mais que se passe-t-il quand la richesse n'est pas partagée? Les quartiers de Baltimore racontent une autre histoire. Taux de pauvreté au-dessus de la moyenne nationale, montée de la criminalité,
école publique en difficulté pour garder les élèves sur le droit chemin. La disparition progressive des emplois industriels n'a pas été compensée, laissant beaucoup sans emploi stable. Dans tout l'État, le coût de la vie grimpe plus vite que les salaires, mettant une pression énorme sur les foyers à revenus moyens et modestes. Le logement abordable devient rare, poussant certains vers des trajets quotidiens interminables ou des conditions de vie surpeuplées. Le Maryland dépend fortement des contrats fédéraux et des services liés à Washington DC. Toute coupe budgétaire ou ralentissement à la capitale provoque des vagues d'ondes négatives sur l'emploi et les commerces locaux. Ajoutez à cela une infrastructure vieillissante, ponts fragiles, autoroutes saturées, réseaux de transport en commun qui ont grand besoin d'investissement. Les embouteillages paralysent la productivité, et les transports publics limités réduisent les opportunités, surtout pour les populations les plus vulnérables. Les changements démographiques accentuent la pression. Une population vieillissante et un écart grandissant entre riches et pauvres tendent les systèmes de santé et les services sociaux. En parallèle, les jeunes talents quittent le Maryland, attirés par des États où la vie est plus abordable et les perspectives d'emploi meilleures. Alors, la vraie interrogation, Maryland pourra-t-il conjuguer ses atouts historiques avec ses défis grandissants, ou l'État approche-t-il discrètement d'un point de rupture? Sous son apparente élégance, l'avenir du Maryland est loin d'être assuré. Numéro 1. Alaska. Des montagnes vertigineuses aux fjords glacés, l'Alaska semble être un paradis rude et indomptable, fait pour durer. Pourtant, derrière ce décor à couper le souffle, l'État fait face à des défis profonds. Que se passe-t-il quand un territoire aussi vaste et isolé peine à garder ses habitants et son économie à flot? La richesse de l'Alaska a longtemps reposé sur le pétrole. Mais avec la demande mondiale en mutation et la volatilité des prix, les revenus de l'État fondent comme neige au soleil. Les fameux dividendes pétroliers, qui versaient chaque année des chèques aux habitants, diminuent progressivement. Les budgets publics se resserrent, obligeant à couper dans l'éducation, la santé et les infrastructures. Dans le même temps, les jeunes quittent l'État pour chercher de meilleures opportunités ailleurs. Les communautés qui vivaient du tourisme et de la pêche doivent désormais faire face à des pénuries de main-d'œuvre et à un vieillissement de leur population. Et puis il y a le changement climatique, un ennemi grandissant. Le dégel du pergélisol endommage routes et bâtiments, l'érosion côtière engloutit des villages entiers, et les incendies de forêt deviennent plus fréquents et plus violents. Le coût des transports s'envole, rendant le prix des biens et services du quotidien très élevé. De nombreux Alaskiens font face à l'insécurité alimentaire ou doivent compter sur des importations coûteuses venant du continent. Alors, combien de temps encore l'Alaska pourra-t-elle maintenir ce mode de vie avant d'atteindre un point de bascule? Parce que lorsque l'État censé être la dernière frontière américaine vacille, les répercussions ne s'arrêtent pas à ces frontières glacées. L'Alaska ne lutte pas seulement contre le froid, elle lutte pour son avenir. L'histoire de ces dits États va bien au-delà des simples chiffres ou gros titres. C'est un véritable signal d'alarme, de la chute des revenus pétroliers en Alaska à la crise du logement en Californie, des pénuries d'eau en Arizona aux inégalités croissantes dans le Maryland. Ces défis sont réels, ils touchent des communautés, des familles, des vies. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains dossiers approfondis sur des sujets qui comptent vraiment. J'aimais la vidéo si elle vous a éclairé, et partagez-la avec vos proches qui ont besoin d'entendre ça aussi. Ensemble, restons informés et prêts à affronter ce qui vient, car comprendre ces enjeux est la première étape vers les solutions. Merci d'avoir regardé, restez curieux, restez vigilants, et à très vite pour une nouvelle vidéo.